C'est l'heure de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. Merci à vous de nous rejoindre. Au sommaire, l'Union africaine en Côte d'Ivoire après l'ONU. Quel compromis politique possible? Blanchiment d'argent et financement du terrorisme comprend les décisions du GAFI et de l'Union européenne. Enfin, Vivatech 2025 Paris. Enjeu de la participation ivoirienne. Tout de suite, on ouvre les débats avec nos chroniqueurs sur ce plateau, Jean-Richard Nguessan et Soro Djabiga, mais on a également le docteur Ota Julien, vice-président du Congrès panafricain pour le renouveau, le CPR, qui sera avec nous en première partie d'émission. Depuis 48 heures, une délégation de l'Union africaine séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission de médiation en vue d'apaiser les tensions politiques à quelques mois de la présidentielle. Docteur Ta Julien, quelle est selon vous l'importance de cette mission? Merci, cher ami. L'Union africaine a son rôle, celui de prévenir le conflit. À la veille des élections, donc à quelques mois des élections en Côte d'Ivoire, la tension est vive. Il y a certaines préoccupations posées par l'opposition. De l'autre côté, le pouvoir en place défend mordicus sa position. Évidemment, il faudrait que l'Union africaine vienne s'informer de la situation pour pouvoir l'analyser et pourquoi pas trouver des solutions idoines avant que le pays arrive. Alors, je pense donc qu'ils sont dans leur rôle, ils sont dans leurs droits et ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus, ils ont rencontré des hommes politiques de tous bords. Ce qui m'a chagriné un peu, peut-être, on rencontre les hommes politiques, l'opposition, le pouvoir. Il y a le peuple. Et cela manque toujours à l'Union africaine. La voix du peuple. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de cette crise? La voix du peuple, c'est-à-dire, mais comment rencontrer le peuple? Le peuple se retrouve dans quel créneau? Voilà, en parlant de ça, je parle des institutions de l'Union africaine, qui est une union, on peut dire gouvernementale, parce que ce sont les gouvernements qui envoient leurs représentants. Mais après, vous souhaitez qu'elle rencontre le peuple. Mais le peuple, on le retrouve où? Le peuple, il y a une partie qui se trouve au RHDP, d'autres, vous les retrouvez au PDC, en fait, chacun à sa fibre politique. Si, ce sont les bastions politiques. Les bastions politiques sont orientées idéologiquement. Mais le vrai peuple, il y a encore des indécis en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore dans les camps. Il y a les ONG. Ils sont là, on va les rencontrer pour les écouter. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation? Voilà. Quelle préconisation? Quelles solutions ils proposent? Pourquoi on règle cette situation? Moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'ils rencontrent les chefs traditionnels et autres, qu'ils détiennent le pouvoir traditionnel, qu'ils rencontrent les ONG, qu'ils rencontrent les femmes, les groupements des femmes, qu'ils rencontrent tout ce monde-là, en tout cas, qui, malgré lui, je dis bien ce monde, est victime quand les conflits éclatent. C'est ce qui manque à l'Union africaine, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Sinon, les hommes politiques, on peut les rencontrer, ils ont leurs positions, on peut créer des conciliations. Mais, au bas mot, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Soro Djabiga, aujourd'hui, l'Union africaine suit les traces de l'ONU, qui, il y a quelques mois, a entamé une médiation similaire. Elle a écouté les différentes parties ivoiriennes. On a l'impression que cela n'a pas véritablement porté, vu l'évolution des choses sur le terrain. Aujourd'hui, l'Union africaine vient s'intéresser au dossier ivoirien. Elle a rencontré Laurent Gbagbo, elle rencontre l'opposition, les différentes institutions impliquées dans le processus électoral. Est-ce que vous pensez que cela peut augurer d'un espoir dans la décrispation de la situation dans notre pays? Oui, nous ne sommes pas encore à un stade où il faut désespérer. La visite de la délégation de l'Union africaine intervient à un moment charnière, à quelques mois de l'élection présidentielle et dans un contexte où le président Laurent Gbagbo, M. Tidjane Thiam, l'ex-premier ministre Guillaume Kibafoyi Soro et Charles Blé Goudé seront exclus de la liste électorale. Et nous connaissons un peu l'ampleur des dégâts si rien n'est fait. Nous avons vécu des tensions assez compliquées déjà en 2020 et en 2011. Les Ivoiriens traînent déjà un traumatisme assez lourd du contexte électoral. Et l'Union africaine est au fait de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire parce qu'elle a mené plusieurs médiations en 2011 à la faveur de la crise post-électorale. La question que je me suis posée, c'est pourquoi maintenant,
Alors que depuis 2020 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire ne cesse de dénoncer des choses. L'opposition dénonce, il y a eu des remous, il y a eu des problèmes. Mais pourquoi c'est maintenant que l'Union africaine se manifeste à quelques semaines après la visite de l'ONU? C'est dit que la tension monte et ça doit nous interpeller. Il s'agit en effet d'une diplomatie préventive au chevet d'un processus électoral qui est très tendu. Et ça fait peur. L'Union africaine a décidé de tirer la sonnette d'alarme parce que, comme je l'ai dit, actuellement la situation n'est pas encore alarmante. Il y a encore de l'espoir, on peut sauver la situation. Nous savons tous que le nœud de ce problème-là, c'est la radiation de ces 4 grains. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs actes de revendication, notamment l'audit de la liste électorale et autres. Mais déjà, il faut déjà les réintégrer sur la liste électorale et ça viendra par un dialogue politique. Et je pense que c'est en cela que l'Union africaine est en train d'intervenir pour essayer de sonder le terrain pour voir s'il est encore possible de les ramener sur la table des négociations pour pouvoir favoriser un dialogue politique. Jean-Richard, quel est votre regard, vous, sur cette initiative de l'instance supranationale africaine? Moi, je salue déjà la venue de cette organisation. Vous savez, bien souvent, on a fustigé ces différentes organisations en raison de leur mutisme. Et aujourd'hui, cette venue est salutaire. Mais moi, je m'interroge. Est-ce que cette visite va porter des fruits? C'est la grosse interrogation. Parce qu'il y a de cela quelques semaines, on a reçu à Abidjan le représentant des Nations Unies qui a visité... Simao, qui a rencontré récemment Charles Blé Goudé à Dakar. Effectivement, qui a... comme l'Union africaine, qui a visité toutes les entités, qui a rencontré plusieurs personnalités, mais après son départ, bien au contraire, les positions sont restées tendues, le discours il est resté le même, le discours n'a point changé, le discours n'a pas été policier. Donc après, moi, je m'interroge sur la pertinence de cette visite. C'est vrai qu'il a rencontré le RHDP au sortir de cette rencontre. Il a tenu un discours qui semble être rassurant. L'opposition semble être rassurée de cette visite. Maintenant, on attend dans les faits ce que cette visite-là va porter comme fruit. Mais pour ma part, quelques mois de ces élections, je reste quand même sceptique parce que le processus électoral, il est enclenché. Et lorsqu'on a écouté le président Kubier, il a été assez catégorique, assez ferme. Il a dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Du côté du pouvoir d'Abidjan, c'est le même discours qui est tenu. Donc après, à quoi répondent ces différentes visites? Je m'interroge. Nous avons en face de nous ce soir un leader de parti politique, en la personne du docteur Taha Julien. Je rappelle que vous êtes le vice-président, le président par intérim du Congrès panafricain pour le renouveau. Alors, à partir de cette posture que vous avez, dites-nous, docteur Taha Julien, est-ce que vous pensez que cette action de l'Union africaine vient renforcer en quelque sorte la précédente menée par les Nations Unies? Est-ce qu'elle peut permettre aux Ivoiriens d'espérer qu'il y ait une volonté affichée de décrispation de la part de nos principaux décideurs politiques? La pression à l'international est toujours la bienvenue, hein, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine. Elle est toujours la bienvenue dans ces situations comme celle que vit la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire une chose. Moi, j'ai eu la chance de participer au dialogue politique depuis 2019. Mon parti a participé au dialogue politique jusqu'en 2020-2021. Alors, c'était là où les Ivoiriens se sont retrouvés pour décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et on a discuté franchement, et des décisions ont été prises, et un code électoral a été mis sur pied, et il a été adopté par les députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, par exemple, moi, c'est l'accusation sur la commission électorale qui me fait un peu tout tirer, parce que, c'est une institution parmi tant d'autres, qui a ses prérogatives, qui est régie par la loi. Est-ce que le problème, c'est la commission électorale? Mais l'opposition estime que la liste électorale produite par cette commission, justement, est truffée d'irrégularités. On parle même de millions d'anomalies détectées sur cette fameuse liste. Alors, vous nous dites ce soir que vous ne voyez pas véritablement les raisons de sa contestation. La commission électorale, c'est qui? Ce sont tous ces partis politiques qui sont représentés dans la commission électorale. Ici, à Abidjan, et partout en Côte d'Ivoire, même dans les hameaux, ils sont tous représentés. Tous les partis politiques sont représentés partout où on recueille. C'est vrai, il peut arriver qu'il y a des écueils. Moi, je ne défends pas la commission. Il peut y avoir des soucis techniques, ça peut arriver. Mais ce n'est pas conduit au blocage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on demande que Kubier démissionne, ou bien qu'un autre Ivoirien va prendre la place, quand il prend la place, qu'est-ce qu'il prouve que cet Ivoirien qui va prendre la place va mieux faire que Kubier? Non, là n'est pas le problème. Qu'on pose le problème politiquement.
Le problème qui est là, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème politique. Ce qui avait suscité à l'époque le dialogue politique, c'est la même chose, la même pression qu'on a portée. Pourquoi notre dialogue soit suscité? Pourquoi on s'asseye? Docteur, moi j'ai deux questions pour vous. Allez-y. D'abord, est-ce que le dialogue politique n'a pas échoué? Si aujourd'hui nous sommes encore dans cette situation-là, en train de lutter, en train de revendiquer, en train de contester la CEI, en train de contester la liste électorale, est-ce que le dialogue politique n'est pas un échec? Finalement, on peut dire qu'il a échoué. Finalement, on peut dire qu'il a échoué. D'accord, la deuxième question. À l'époque, quand on faisait le dialogue politique, c'était pour l'avenir. C'était pour mettre sur pied des institutions fortes. C'était pour mettre sur pied des règles qui vont nous permettre pour que la démocratie soit outillée. Mais si on voit qu'aujourd'hui il y a un blocage, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'il y a déjà qui ne voient pas cet échec, justement? Évidemment, la composition du dialogue politique à l'époque. Les choses ont évolué aujourd'hui. À l'époque, moi je me rappelle en 2018, le PCI, le RHDP ou bien le RDR, ils étaient pratiquement dans une mouvance. Il y avait le FPI qui était vraiment pratiquement divisé, avec l'US, un autre groupement qui représentait les députés du PPAC actuel, l'EDS. Donc aujourd'hui, les choses sont recomposées. Nous, on était dans un groupement de partis politiques à l'époque, on est encore là. Mais l'échiquier politique s'est recomposé après 2020. Et les choses, normalement, on devrait s'asseoir encore et essayer de penser à la chose. Est-ce que vous estimez que l'opposition fait preuve de mauvaise foi en acculant le président de la commission électorale indépendante? Que vous allez répondre à cette question avant de permettre à Soro d'aller avec sa seconde question qui s'apprête à vous poser. Mais allez-y, répondez d'abord à la question de Jean-Richard. C'est ce que je disais tantôt. Ce n'est pas le président de la commission électorale qui est le problème. On a choisi des tests ont été adoptés. Je vais vous faire une anecdote. Ce qui concerne par exemple le parrainage. À la commission, au dialogue politique, on a discuté sur le parrainage. Nous, en tant que CPR, parti politique, on était dans un groupement de partis politiques qu'on appelait le Renouveau démocratique. On nous avait dit que c'était 200 millions ou bien 100 millions pour la caution. On a dit que non, un bon candidat à la présidence en Côte d'Ivoire ne peut pas être déterminé par les millions qu'il a en poche. Tout qu'on fait, où il enlève ces millions. Donc nous, on souhaiterait que les choses soient revues à ce niveau. Ils ont dit qu'ils ont compris, mais qu'est-ce qu'on propose? Nous, on a proposé le parrainage comme ça se fait dans les pays démocratiques. Mais après, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui est sorti? C'est le parrainage comme au Bénin, avec tous les problèmes qu'on connaît à ce parrainage. C'est ce qu'il y a là aujourd'hui. Mais à l'époque, le PDC n'a rien dit. Et c'est depuis 2019-2020. Et son application aujourd'hui, on voit, et ne fait que devenir encore plus rigide. Ils n'ont rien dit. Mais on attend toujours à 2 mois des élections pour accuser la commission électorale. Non, ce n'est pas la commission électorale. Je viens. Non, ce n'est pas plus bien. Je dis, ne prenons pas la question comme un problème de personne. Si on change la tête de la commission électorale, quel que soit celui qu'on va mettre, c'est la même loi qui sera appliquée, c'est les mêmes tests qui seront appliqués. Non, ce n'est pas un problème de personne. Qu'on prenne même une personnalité de l'opposition pour la mettre dans la tête, c'est les mêmes tests qui seront appliqués. Donc il faut revoir les tests. Comment revoir les tests? Pour revoir les tests, c'est toujours le dialogue politique. Donc il faut susciter ce dialogue politique. Comment le susciter? Là, c'est la question que vous allez me poser. Là, au moins, je vais vous donner des solutions. Comment susciter ce dialogue politique-là? Allons avec la question. Mais ils sont toujours les moyens de pression. Il y a l'international qui est arrivé aujourd'hui. Il y a l'ONU qui est arrivé. Il y a l'Union africaine qui est arrivée. Ici, de façon endogène, on a nos chefs traditionnels, on a les communautés parties. Est-ce que ça suffit? On a les ONG. Mais à l'époque, le dialogue politique, comment on a fait pour l'obtenir? C'est sur cette pression-là interne, endogène, qu'on a obtenu le dialogue politique. Mais c'est après une crise électorale qui a fait quand même près de 100 morts en 2020 et qui a été assez préjudiciable donc à la stabilité sociopolitique du pays. Oui. On a eu la crise, ce n'est qu'après qu'on a accepté d'aller au dialogue politique. Est-ce qu'aujourd'hui on ne s'achemine pas vers le même schéma comme en 2020 où après la réélection de M. Ouattara, le pouvoir a fini par concéder ce fameux dialogue-là qui a permis d'organiser donc tout ce qu'on sait comme élection locale? Bon, moi, je suis quel intérêt finalement d'organiser un dialogue politique après pas forcément un dialogue politique. Moi, j'aurais voulu par exemple que de façon endogène nous cherchions des solutions. J'aurais voulu par exemple qu'il y ait des balais diplomatiques en interne en Côte d'Ivoire, que des piliers de nos traditions, que des hommes de notoriété dans telle région, des familles, des groupements, des ONG s'activent pour qu'on influence positivement les positions politiques
J'ai envie de vous demander, le CPR se range de quel côté? Dans le camp de l'opposition ou de celui du pouvoir? Nous sommes un parti d'opposition. D'accord. Mais on ne fait pas l'opposition comme le feraient tous les opposants. Alors, vous êtes l'opposition opposée à l'opposition? Non, on n'est pas opposé à l'opposition, mais on dit l'opposition doit être faite pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, nous ne ferons pas une opposition. Nous ne ferons pas une opposition qui va conduire les Ivoiriens à la mort. Mais justement, nous ferons une opposition responsable et nous assumons cette opposition. Docteur Taha, en tant que parti d'opposition, est-ce que vous partagez les revendications de coalition, comme la CAPSI par exemple, et tout comme le PPACI, qui réclament tous qu'il y ait l'instauration de dialogue, justement à l'aune de la préparation de la présidentielle? J'ai organisé une conférence de presse en octobre, le 6 octobre passé. À cette conférence de presse, j'ai fait un appel à l'opposition ivoirienne, à toute l'élite politique ivoirienne, pour prendre le taureau par les cornes, parce qu'on sentait la chose venir. Et à cette conférence, nous avons invité incessamment à un dialogue. Je me rappelle bien, c'était après l'appel de Laurent Gbagbo à Bonois, qui a appelé dans les partis d'opposition, les partis de gauche à l'origine. Nous sommes un parti de gauche. Nous sommes forcément un parti gauchiste, même si on voit. Nous sommes solidaristes. Cet appel? Nous sommes solidaristes. On a été sensibles. Mais ce sont les éléments sur lesquels on doit s'accorder. Nous ne partons pas dans une coalition pour une personne. Il est clair que vous ne pouvez pas vous accorder parce que j'ai noté différents axes dans vos interventions. Oui. Déjà, j'ai senti que vous essayez d'encenser la CEI. Est-ce que vous êtes sous, excusez-moi du thème, aux revendications de l'opposition qui dénoncent des irrégularités sur la liste électorale? Je suis témoin oculaire que au Nord, par exemple, le PPAC a fait un bon travail qui a relevé 74 000 cas d'irrégularité en violation de l'article 7 du code électoral qui a été balayé du revers de la main. On parle d'audit du fichier électoral. Il y a plusieurs éléments qu'on dénonce encore au niveau de la CEI. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Parce que j'ai vu que vous avez dit la CEI n'est pas le problème. Vous avez dit que... Juste, il nous reste à peine 2 minutes justement pour conclure sur ce sujet. Allez rapidement, docteur Taha. Je ne défends pas la commission électorale. Ce que je dis, tant que la classe politique ivoirienne ne prend pas ses responsabilités pour quitter dans les langues de bois et qu'on va à des dialogues politiques qui finissent par échouer, évidemment, on ne va pas de solution, quel que soit celui qu'on va mettre à la tête de la commission électorale. On va permettre à Jean-Richard de on vous mettra à la tête de la commission électorale, vous, M. Soro, évidemment, on va aboutir au même résultat. Jean-Richard, allez-y, avant qu'on ne conclue sur ce sujet. Les mêmes effets, c'est ce que je dis. Allez-y. Moi, j'ai envie de savoir quelle est votre solution. Notre solution, parce qu'aujourd'hui, on se parle, on ne se coûte pas, le discours se durcit au regard de tout ce qui... on entend, on voit de toutes les déclarations qui se succèdent, que ce soit dans le pouvoir que dans l'opposition. Vous, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Et j'ai envie d'ajouter la question de Jean-Richard, puisque ce sera certainement la dernière que nous vous posons. Est-ce que vous pensez que cette médiation, tout comme celle de l'ONU, augure justement d'un espoir pour les Ivoiriens? Bien sûr que oui, pour répondre à la dernière question. C'est un espoir de savoir que la communauté internationale s'intéresse déjà à notre crise. Et on souhaite que ça ne soit pas une crise. On souhaite que leur passage ici va adoucir les différentes positions et qu'on va trouver un terrain d'entente. Revenons maintenant à la question de Jean-Richard. Maintenant, à la question de Jean-Richard. Qu'est-ce que nous préconisons? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas encore épuisé nos ressources de conciliation et de réconciliation en Côte d'Ivoire. On ne les a pas encore épuisées. Nous, en tant que parti de terrain, parti d'opposition, nous, on est sur le terrain. On sait ce que les Ivoiriens pensent de la question. Personne n'est prêt à aller à l'affrontement. Donc, les appels qu'ils lancent de gauche à droite, ces appels-là ne vont aboutir à rien. Au contraire, les gens sont dans l'espace du bloc, ils attendent. Il faut créer les conditions pour que chacun, le jour J, met son bulletin de vote dans l'une pour voter le candidat de son choix. Donc, ce qu'on doit préconiser, c'est comment faire pour qu'on parte aux élections. Vous voyez, comment faire pour qu'on parte aux élections et qu'on utilise toutes les ressources disponibles. Voilà. Non, la commission électorale, ceci, cela, mais il y a plein de choses. Nous, on voulait un dialogue politique. Le dialogue politique que nous, on voulait, ce n'était pas un dialogue politique pour dire que, bon, la CEI est mal montée. Mais nous, on dit tout simplement que, par exemple, le parrainage n'a pas droit d'être. Et s'il est dans le module dans lequel il est, c'est un module maladroit et qu'il n'est pas démocratique. C'est une élection avant l'élection. Donc nous, on dénonce ce parrainage. Tant bien qu'on a proposé l'idée. Et vous n'avez pas été entendu, vous estimez? Oui.
Oui, j'estime. Que vous n'avez pas été entendu. On n'a pas été entendu. Dès le début. Puisque le parrainage se poursuit sur sa formule la plus rigide. On demande à un Ivoirien qui est candidat d'avoir un certain pourcentage dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire avant d'aller aux élections. Et on demande à chaque Ivoirien qui va apposer sa signature, qu'il appose sa signature pour un seul candidat. Mais c'est une élection avant la lettre. Pourtant, le parrainage, on dit bien, c'est un parrainage citoyen où les Ivoiriens vont parmi les fils de Côte d'Ivoire qui vont se présenter, vont choisir 2, 3, 4, 5 qui pensent qu'ils peuvent être, ils peuvent faire l'affaire. Absolument. Donc, le parrainage tel qu'il est conçu là, moi je pense qu'il est source de conflit et on doit le revoir. Nous, c'était à cause du parrainage qu'on a. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Mais j'aimerais faire une petite précision. Juste une petite précision. Moi, j'aimerais préciser que le parrainage, c'était par ordonnance, c'était pas par le Parlement. C'était par ordonnance. Oui, ça vient de l'exécutif. C'est bien cela, c'est ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit. Le parrainage, quand ça a été discuté à la commission au dialogue politique, il n'était pas sur cette forme. C'est un facteur d'exclusion. Voilà, il n'était pas sur cette forme. Absolument. Voilà, ce n'est pas cette forme antidémocratique. Donc il faut le dire clairement. Donc ces éléments, on peut discuter sur ces éléments. Qui sont selon vous confligés. Voilà, confligés. Merci bien, docteur Routa. On aurait vraiment aimé poursuivre la discussion. On aura certainement l'occasion de la reconduire dans une très prochaine émission. Malheureusement, on a 2 autres sujets à développer. Merci on va vous dire vraiment merci d'avoir été là. Merci sur ce infiniment, plateau. docteur. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous revoir. Absolument. Petite transition, le temps d'installer notre second consultant, Arnaud Gouy. Et la Côte d'Ivoire qui vient d'être placée par la Commission européenne sur la liste noire des pays où prévaut particulièrement le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme comprend les décisions du GAFI et de l'Union européenne. Nous avons comme consultant sur ce plateau pour en parler Arnaud Gouy. Vous êtes juriste et cofondateur de l'ONG La Garde Citoyenne. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Alors le classement, depuis qu'il est sorti, il y a de là quelques 24 heures, fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le débat public et dans notre pays. Je vais vous demander tout de suite les enjeux, sinon les contours de cette décision de la Commission européenne de placer notre pays sur la liste noire, justement, des États où sévit le plus le blanchiment d'argent. Alors déjà, cette décision fait suite à celle du GAFI qui avait placé la Côte d'Ivoire sur une... On avait un certain nombre d'insuffisances qui avaient été constatées par le GAFI. Finalement, l'Union européenne a répercuté cette décision du GAFI. Ce n'est pas forcément quelque chose de complètement nouveau, mais c'est surtout dans la continuité de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre de temps et qui a été constatée à la fois par le GAFI et maintenant par l'Union européenne. C'est dommage parce que c'est un... Il faut pas se mentir. C'était pas avant, on y est maintenant, c'est clairement un recul. Cela prouve qu'il y a des poches d'action qui sont attendues à la fois de nos politiques, mais plus globalement de notre gouvernance. Et cela prouve que dans notre pays, on a à la fois des insuffisances ou des difficultés en matière de traçabilité
financière de corruption aussi, parce que l'un des relents du blanchiment d'argent, c'est justement la corruption. Absolument. C'est vrai qu'on relie le blanchiment d'argent au financement du terrorisme parce que la loi est écrite comme ça et les textes internationaux sont écrits comme ça, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ça ne veut pas systématiquement l'argent sert à financer le terrorisme. Package dans lequel la Côte d'Ivoire est en... Le Sénégal y était depuis 2021, il est sorti après. On espère que pour la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas une situation définitive et que bientôt on sortira. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est engagée à travers 14 points à améliorer sa gouvernance. On attend de voir ce que ça va donner. La prochaine évaluation est elle prévue pour le mois de septembre, il me semble. Et donc, on espère que la Côte d'Ivoire fera avancer là. Mais au-delà de cela, c'est qui, pour moi, est le plus inquiétant, ce sont les répercussions que peuvent avoir cette décision à la fois sur notre pays en général et même sur le quotidien, parce que on n'a pas toujours l'impression que ça a une incidence sur notre quotidien, alors que ces décisions-là ont des incidences sur le quotidien de nos populations. On aura l'occasion justement d'aborder la question de l'incidence que peut avoir sur la réalité quotidienne des Ivoiriens. Mais tout de suite, juste avant de passer la parole à mes chroniqueurs, j'ai envie de vous demander, Arnaud Goï, aujourd'hui, est-ce que cela ternit l'image de la Côte d'Ivoire à l'international, surtout que l'on approche d'une période sensible, l'élection présidentielle, seulement en octobre prochain, à peine 4 mois. La Côte d'Ivoire qui figure sur la liste noire, c'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est pas de bon augure. Est-ce que finalement cela peut ne pas être repris par les profondeurs de notre pays à l'extérieur? Non, c'est pas une bonne nouvelle. Pas seulement parce qu'on est dans une année électorale, mais c'est pas une bonne nouvelle du tout pour la Côte d'Ivoire, parce que l'une des conséquences, c'est qu'il y aura beaucoup plus de contrôle au niveau des transactions. Il y aura de la lenteur. Et puis, il y a un regard extérieur vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, parce que quand vous êtes sur la liste noire au niveau de l'Union européenne ou sur la liste grise au niveau du GAFI, il est clair que vous avez des insuffisances en matière de gouvernance plus globalement. Et très clairement, cela agit à la fois sur qu'il peut avoir sur la Côte d'Ivoire, sur l'image, le rayonnement de la Côte d'Ivoire, mais également sur le quotidien des populations, comme on l'a dit. Moi, j'ai envie de savoir, le Sénégal a eu le mérite de sortir de cette liste noire. Qu'est-ce qui a milité ou qu'est-ce qui a facilité cette sortie-là? Alors, lorsque vous êtes sur ces listes-là, vous vous engagez à procéder à un certain nombre de réformes ou à conduire un certain nombre de mesures. Le Sénégal avait proposé 49 mesures qui avaient été validées. Le Sénégal a travaillé sur ces mesures. Il y a eu des évaluations de ces mesures et des politiques publiques qui ont été prises. Et c'est au sorti de ces différentes évaluations que finalement le Sénégal a été retiré. La Côte d'Ivoire a également pris un certain nombre d'engagements, 14 engagements au total. Il me semble que la Côte d'Ivoire travaille sur ces engagements et on verra d'ici septembre si on aura fait un pas en arrière ou en avant. Moi, j'ai une question pour Arnaud. Quelles sont concrètement les failles qui ont conduit à l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI et ensuite sur la liste noire de la Commission européenne? Alors, il y a plusieurs éléments, mais globalement, ces éléments tournent autour du blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est simplement prendre de l'argent qui est sale et puis le travestir ou le faire en sorte que cet argent-là soit pur. Vous avez de l'argent irrégulièrement, vous prenez cet argent, vous ouvrez un lavage auto, par exemple, ou une activité économique qui, elle, est licite, donc vous blanchissez cet argent comme si cet argent était licite alors qu'il ne l'est pas. Donc, plus simplement, de façon basique, c'est ça le blanchiment d'argent. Et on a constaté une flambée de ce type d'activité-là ici en Côte d'Ivoire. On a constaté également des insuffisances en matière de transactions financières. Lorsqu'on fait des transactions financières, il y a un certain nombre de sécurités. On a trouvé que notre système à la fois juridique, mais également la pratique, n'était pas forcément très au point. Donc, il y a des éléments de ce type-là qui ont milité en faveur de l'inscription de la Côte d'Ivoire à la fois sur la liste grise. Alors, pourquoi ces décisions tombent maintenant, alors que la Côte d'Ivoire a fait quand même beaucoup d'efforts dans ce domaine? Nous avons la création du pôle économique et financier, nous avons la création de l'AGRAG, la haute autorité de la bonne gouvernance, nous avons plusieurs fois travaillé sur la question. Mais pourquoi ça intervient maintenant alors que la Côte d'Ivoire fait quand même des efforts? Et surtout, juste pour enchérir sur votre question, plusieurs mois après le rapport du GAFI. Et là on était encore sur la liste grise. Là, aujourd'hui, on passe sur la liste noire, ce qui est beaucoup plus alarmant. D'accord. Déjà, pour rebondir sur la dernière question, l'évaluation n'a pas eu lieu au même moment. L'Union européenne n'a pas fait en même temps que le GAFI. Le GAFI, c'était en octobre. L'Union européenne, c'était à la fin du premier trimestre de cette année. Mais ce qui veut dire qu'il ne semble pas y avoir eu des progrès entre-temps, même si le gouvernement annonce qu'il travaille sur 13 des 14 points
enclenchés justement et qu'ils sont partiellement traités. Oui, très clairement, cela veut dire que les avancées ne sont pas satisfaisantes, mais cela veut également dire que, parce que d'octobre à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de temps, hein, ce sont des réformes qui quelquefois prennent un peu de temps, donc je pense qu'il faut accorder peut-être le bénéfice du doute aux autorités, mais il est clair que nous sommes dans une situation où le blanchiment d'argent a connu un essor particulier dans notre pays et il faut s'y attaquer. On se souvient qu'en 2022, justement, le ministre qui était alors ministre de la bonne gouvernance, qui est l'actuel, le ministre Zoro, qui est actuel... Epiphane Bibalo. Exactement, qui est actuellement à la tête de la haute autorité de la bonne gouvernance, estimait la corruption, parce que l'un des relents justement du blanchiment d'argent, c'est la corruption, estimait la perte liée à la corruption à plus de 1400 milliards. 1400 milliards, c'est 40 chutes d'engrais, c'est 7 ponts HKB, c'est 100 lycées d'excellence tels que le lycée de Alassane Ouattara de Bassam, c'est 16 universités telles que celle de Bondoukou. Donc, ça a une incidence clairement sur la gouvernance. Très bien. Alors, il y a cette question que l'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on approche de l'échéance de septembre 2025? Donc, nous sommes à peine à quelques 3 mois de la date butoir à laquelle la Côte d'Ivoire est censée présenter ses progrès aux différentes institutions impliquées dans, justement, la gestion de la problématique à l'international. Est-ce que l'on peut espérer, quand on sait qu'en novembre dernier, le GAFI nous place sur la liste grise, et quelques mois plus tard, c'est la Commission européenne qui enfonce le clou en nous plaçant sur une liste noire. Cela veut dire que, quelque part, c'est vrai, les deux évaluations n'ont pas eu lieu aux mêmes périodes, mais ça paraît assez inquiétant, dans la mesure où cela montre clairement que les résultats, sinon les progrès, ne sont pas suffisants. Oui, l'évaluation de septembre nous dira si la Côte d'Ivoire avance dans la bonne direction ou pas. Actuellement, ce serait prématuré de se prononcer. Le gouvernement, bien sûr, fait de la communication en précisant qu'il a déjà travaillé sur 13 de ces points, il en reste un seul, etc. C'est que l'évaluation de septembre qui nous le dira. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce sont les incidences qu'a ce placement de la Côte d'Ivoire sur ces différentes listes-là, l'incidence que ça a à la fois sur la Côte d'Ivoire, son rayonnement, mais également sur le quotidien des Ivoiriens, comme on le disait tout à l'heure. Parce que vous avez, dans le domaine de l'immobilier, par exemple, vous avez une bulle de l'immobilier qui est complètement aujourd'hui en train d'exploser. Parce que justement, il y a de l'argent qui n'est pas très propre, qui est injecté dans l'immobilier, puisque ça permet facilement de blanchir de l'argent. Des gens vont prendre des vêtements, des terrains et des logements de luxe qui ne sont souvent même pas habités. Ça fait grimper le prix du loyer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens de payer des loyers chers. Donc, vous qui n'avez pas à payer, vous devez suivre. Vous allez vous retrouver avec des 2 pièces ou des 3 pièces. On est à Cocody ici. À Cocody, si vous voulez 2, 3 pièces, vous devez payer 200 000, 250 000 francs. C'est beaucoup plus, 3, 4, 5 fois plus que le pouvoir d'achat ou le SMIC même, qui est à 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une situation qui est complètement intenable et qui est justement poussée en partie, portée en partie par le fait que nous soyons inscrits sur la liste. Et puis, ça crée une fausse concurrence. Lorsque vous avez des entreprises qui se nourrissent au blanchiment d'argent et vous avez des PME qui sont créées par des jeunes Ivoiriens prometteurs, talentueux, vous ne pouvez pas concurrencer avec une entreprise qui fait du blanchiment d'argent en termes de coûts, en termes de... Voilà, donc il y a ces incidences-là à la fois sur le quotidien, le coût de la vie, mais également sur la compétitivité que peuvent avoir nos entreprises. On va migrer vers... vous avez d'autres questions sur le sujet? Oui, je voulais parler un peu des conséquences sur la Côte d'Ivoire. Être sur cette liste-là signifie, pour la Côte d'Ivoire, être sur une surveillance accrue des institutions internationales et des grandes nations. Des membres de la diaspora également, des étudiants, des commerçants qui exercent à l'extérieur. Ça a aussi des incidences sur la compétitivité des entreprises privées de la Côte d'Ivoire. Et selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour pouvoir éviter cela à l'avenir? Ouais, pour éviter, la Côte d'Ivoire a pris 14 mesures, comme on l'a dit tout à l'heure, et on espère que dans l'évaluation, on pourra avancer. Mais je vous rejoins justement, ça beaucoup de conséquences sur les commerçants, comme vous avez dit, ceux qui font du commerce au niveau international, parce que quand vous venez d'un pays, vous faites du commerce et vous venez d'un pays qui est sur liste noire, on se dit, ces commerçants-là, d'où vient leur argent, etc. Absolument. Donc il y a beaucoup plus de contrôle, méfiance, lenteur, il y a des hésitations à signer des contrats avec des personnes qui viennent d'ici. Donc forcément, cela a des incidences et on espère vraiment que les mesures que nos autorités disent avoir prises seront conséquentes pour pouvoir nous sortir de cette situation. On va migrer vers le troisième et dernier sujet de cette émission, Vivatech Paris 2025, enjeu de la participation ivoirienne. Alors, on a une vingtaine de startups
qui sont représentés dans la capitale française à l'occasion de cet événement qui fait la promotion des initiatives privées, donc des startups. Et la Côte d'Ivoire, alors je le disais à l'instant, y est dignement représentée. Arnaud Goï, vous êtes encore notre expert sur le sujet. C'est votre jardin d'évolution, on le sait. Là, j'ai envie de vous demander quels sont les enjeux de la présence de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous de l'innovation technologique internationale. Alors, c'est quand même un rendez-vous majeur au niveau de l'Europe même, hein, puisqu'on a en moyenne plus de 165 000 visiteurs. On a plus de 1300 startups qui sont attendus. On a plus de 3500 exposants également à ce salon. Donc, c'est vraiment le salon où il faut être. Et c'est bien que la Côte d'Ivoire y soit, même si au niveau interne, on a encore beaucoup de progrès pour pouvoir suivre le train du monde. Alors, allez-y. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'au niveau de la fintech et de l'intelligence artificielle, il y a espéré en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'il y a espéré? Oui, l'espoir, on va pas nous arracher. Parce qu'on en parle, les autorités en parlent, mais est-ce que c'est... Tout à fait. Il y a des entreprises effectivement qui développent la fintech. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est pas forcément la compétitivité des entreprises, même si elle est importante. Je pense qu'on pourrait gagner en compétitivité, en davantage de compétitivité, si notre système éducatif était taillé pour pouvoir répondre aux besoins du monde, aux besoins actuels du monde. Parce que en venant ici, je lisais le Data Musk Speak qui a analysé le système éducatif de Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, selon ce rapport, donc c'est un rapport qui permet de comprendre les facteurs de performance des écoles ivoiriennes, qui est produit par l'UNICEF, donc le rapport de 2023. Seulement 11% des écoles publiques en Côte d'Ivoire ont une bibliothèque. 12% des écoles, 11% bibliothèques, je parle même pas de salles multimédia. Et selon le ministère même, le rapport que le ministère de l'éducation nationale appelle statistique de poche, c'est 9% en 2024 des établissements publics qui ont une bibliothèque. Quand vous prenez simplement la salle informatique dans les établissements primaires, on a moins de 1% des établissements en Côte d'Ivoire qui ont une salle informatique. Donc le ministre Madou Touré, qui prend part à cet événement, déclarait ceci: les participations de la Côte d'Ivoire à Vivatech incarnent la vision du gouvernement ivoirien de faire de la jeunesse innovante et audacieuse un levier majeur de développement et de croissance. Ce que vous nous sortez comme statistique contraste avec les propos du ministre. Oui, les propos, c'est bien d'avoir des ambitions, mais après, il faut que ça se traduise par des mesures qui sont concrètes. Quand vous avez pour être plus précis, c'est 0,7% des établissements en Côte d'Ivoire qui ont une salle multimédia. C'est moins de 47% des classes en Côte d'Ivoire, des écoles en Côte d'Ivoire publiques qui ont un point de lavage des mains, des latrines, moins de 50% des écoles ont des latrines. Donc, c'est-à-dire que des éléments qui sont complètement basiques, hein, pouvoir se laver les mains, pouvoir avoir de l'électricité, pouvoir avoir de l'eau. J'ai envie de vous poser une question. Je finis sur son argumentaire. Non, ce qui sont des éléments complètement basiques, qui sont complètement absents. Demeurent aujourd'hui encore en 2025 des challenges, alors qu'ailleurs on parle de robotique, d'intelligence artificielle dès l'école primaire. Donc je crois qu'il y a un gros gap que nous devons franchir, parce que si nous voulons des entreprises qui sont compétitives, il faut que les gens soient bien formés, que les gens soient dans ce moule-là de fintech. Il faut qu'on grandisse avec ça pour pouvoir avoir. Sinon, finalement, on va avoir des personnes qui sont en Europe, qui sont revenues, qui créent leur entreprise, qui emploient quelques personnes ici. On a des grandes écoles pas toujours équipées, etc. On peut faire des choses intéressantes parce qu'on a des génies, mais on n'aura pas cette industrie de la tech que l'on espère pour la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce à dire que la Côte d'Ivoire n'investit pas suffisamment dans l'éducation technologique et l'incubation des startups? La Côte d'Ivoire investit beaucoup dans l'éducation. Quand vous regardez le budget de l'éducation nationale en général, c'est l'une des plus grosses poches. Ici, parlait de l'éducation technologique. Oui, j'y arrive. La Côte d'Ivoire investit beaucoup dans l'éducation en général. Donc, l'éducation représente une grosse poche de l'investissement du budget, donc de la loi des finances de Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on regarde l'investissement en matière de technologie, d'équipement, de salles multimédia, d'informatisation, de robotisation, on est complètement absent. Moins de 1% de salles multimédia. Je ne vous parle même pas de robotique, c'est simplement pouvoir faire un ordinateur, 0,7%.
Ce sont les chiffres officiels du ministère à l'aide du numérique. Même allumer sur l'ordinateur dans une école en Côte d'Ivoire, c'est encore un challenge où on parle de... Oui, dans certaines universités, ça reste difficile d'avoir accès à... l'inclusion numérique, tout le monde a un smartphone plus ou moins aujourd'hui. Oui, c'est dans les grandes métropoles. Hein. Tout récemment, nous avons couvert une activité de don de salles d'informatique au nord du pays. Mais c'était une grande première quand on a vu la mobilisation des populations, des parents, du corps enseignant et même de l'inspecteur général de l'éducation nationale. Les témoignages qu'on a reçus a donné froid dans le dos. C'est une première dans toute la région. Si bien que les gens essaient de revenir vers nous pour qu'on puisse encore les aider à approvisionner d'autres établissements scolaires. Donc, je vais dans le sens d'Arnaud pour dire que les résultats sont vraiment à l'avant. Est-ce que cela s'explique justement par les difficultés en matière d'accessibilité des matériels informatiques? Non, au niveau de la politique, l'État a fait quand même des efforts pour rendre l'accès un peu facile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation n'a pas été véritablement vulgarisée. Non, je veux dire les coûts des matériels, je veux pas des surtout des tablettes, parce que ça va permettre à nos élèves de les avoir pour une grande partie de la population. Tout à fait. Il y a différents mécanismes de financement lorsqu'on est dans un pays qui est en voie de développement. Premièrement, c'est la défiscalisation. Il faut que vous défiscalisiez le matériel informatique. Deuxièmement, c'est de passer au solaire, parce que on est dans un pays où 8 ou 9 mois sur 12, on a du soleil qui nous tape, on a chaud. Et il faut ajouter l'énergie coûte cher. Exactement, et l'énergie coûte extrêmement cher. C'est clair qu'aujourd'hui, l'énergie solaire coûte cher, mais avec la défiscalisation et de l'implication de l'État, on pourrait combler un gap en termes de manque parce que même si vous avez ces appareils, là, il faut que vous puissiez les alimenter en truc. Et puis après, maintenant, il y a la question même de financement des établissements scolaires, où il faut allier à la fois financement public et privé. Et c'est là qu'est intéressant les RSE qu'on peut imposer aux entreprises, ou bien des facilités fiscales qu'on peut accorder aux entreprises qui investissent dans l'éducation et dans l'inclusion numérique, par exemple. Donc, je pense qu'il y a des leviers sur lesquels l'on peut s'appuyer pour pouvoir non seulement accompagner l'État, enfin permettre à l'État de financer l'équipement de nos différents établissements, mais également permettre au privé de pouvoir investir tout en ayant un bénéfice fiscal de cet investissement. Oui, je suis conscient que vous n'êtes pas à Paris en ce moment, mais j'ai envie de vous poser une question en tant qu'expert. Quel type de partenariat ou de financement la Côte d'Ivoire espère décrocher à Vivatech? Oui, à Vivatech, non seulement la Côte d'Ivoire, mais les startups également, parce que vous savez que le monde aujourd'hui est interconnecté. Si vous avez une entreprise, que vous êtes renfermé sur vous-même ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays, c'est clair que vous ne pourrez pas conquérir un certain nombre de marchés, notamment au niveau africain ou mondial. Alors que se connecter à d'autres entreprises qui ont proposé des solutions à d'autres entreprises qui évoluent dans le même secteur d'activité que nous pourrait être intéressant pour développer sa marque. Donc, je pense que les plus grands partenariats ou les partenariats qui pourront être les plus intéressants seront les partenariats qui seront noués par les startups ivoiriennes qui sont présentes à Paris et qu'elles pourraient nouer justement avec d'autres startups ou d'autres grosses entreprises européennes ou américaines ou d'autres pays. Merci. Très bien, ce sera peut-être la dernière question sur cet événement-là qui se déroule actuellement à Paris et qui s'est ouvert, il faut le rappeler, hier, mercredi, le 11 juin, en présence du ministre ivoirien de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui accompagne une délégation d'une vingtaine de start-up ivoiriennes qui espèrent revenir avec des perspectives de croissance à partir des partenariats qu'ils auront justement noués, vous en parlez tout à l'heure, avec des entreprises européennes. On va donc passer à votre revue de presse, Jean-Gérard Guessant, et vous permettre de nous dire ce que la presse nous a sorti aujourd'hui comme gros titre. Merci. Débutons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui revient notamment sur la tribune du RHDP qui s'est tenue il y a seulement quelques heures. Et l'intelligent d'Abidjan revient sur les propos tenus par le porte-parole principal du RHDP, le ministre Adjoumani, qui dit « Nous combattons la pauvreté, pas des Ivoiriens, la Chienli Gbagbo et le PDC dans le collimateur du RHDP. Et puis l'avenir, face aux marches annoncées, nous n'accepterons pas la Chienli. Le Patriote bat également à sa une les propos tenus par Kobena Adjoumani au Vatangé du PDC et du
PPACI, non, il n'y aura pas de bagarre au RHDP. Nous nous battons contre la pauvreté et le sous-développement. Et puis l'essor revient également sur cette tribune du RHDP en affichant à sa une, Adjoumani met en garde l'opposition ivoirienne. Le Bélier parle de l'exclusion à la présidentielle du président du PDCI-RDA, M. Tidjane Cham, qui reste debout et combatif. Il sort du silence et répond aux attaques de ses adversaires. Le nouveau réveil revient sur la grande marche de protestation qui aura lieu le samedi prochain à Abidjan. Dénonciation de l'arbitraire, de l'exclusion électorale, et le journal proche du PDCI RDA affiche également Cham assène ses vérités au RHDP. Et puis le jour plus parle de la présidentielle 2025 qui barre à sa une Alassane Ouattara, le grandissime favori. Voici les raisons qui motivent le choix des Ivoiriens. Le RHDP sur tous les fronts pour faire triompher le brave Tchè. Notre voix proche du Front populaire ivoirien écrit blanchiment d'argent, drogue et financement du terrorisme. Alassane Ouattara dans l'œil du cyclone. Et puis terminons cette revue de presse avec le journal gouvernemental Fraternité Matin. Soins non payants pour tous les assurés qui possèdent la CEMU. Ibrahim Kouyaté, DG de la nouvelle PSP, écrit « Les médicaments gratuits sont disponibles dans plus de 3000 centres de santé ». Très bien, merci bien Jean-Cher Nguessan. Soro Javiga, un mot sur cette revue de presse? Non, moi j'aimerais adresser mon carton rouge au ministre Adjoumani, pas en tant que ministre, mais en tant qu'au cadre du RHDP, qui met en garde l'opposition. Je pense que c'est pas la solution. La solution, c'est le dialogue politique qu'on a toujours revendiqué. Et la mise en garde de l'opposition ne va pas arranger la situation parce que tout le monde est conscient, les guides religieux, les guides, les responsables politiques, tout le monde est conscient qu'on est en train de courir vers la confrontation et ce serait dangereux. Il faut éviter dès maintenant de tenir un discours qui est assez tendu, plus qu'il ne l'est déjà. Moi, je lui adresse mon carton rouge et je lui demande d'amoindrir un peu le ton afin de pacifier le processus préélectoral. C'est clair que c'est noté. Arnaud Goï, je sais que vous n'êtes pas très politique, mais on va vous dire des informations sorties par Jean-Roger Nguessan, un petit commentaire. Non, juste préciser, c'est pas que je suis pas très politique, c'est que la politique en Côte d'Ivoire m'ennuie un peu parce que la situation est stagnante, elle n'avance pas et les acteurs politiques semblent ne pas faire grand chose pour que ça avance. Je trouve juste dommage que aujourd'hui en 2025 on soit à ce stade au niveau des élections. On devrait être à un niveau où on avait quelques brindilles ou quelques brins d'idées des programmes. On serait en train de discuter, tel candidat a dit ceci, mais ça c'est pas mis en œuvre, ou bien le pouvoir a déjà mis en œuvre, mais on est toujours en train de parler d'inscription sur la liste électorale, de tension, et je trouve ça déprimant en 2025. Alors justement, avant de conclure cette émission, on a une contribution d'un militant du COGEP pour la personne de Bertin Jamal, quelqu'un qui veut passer à autre chose, qui estime qu'il faut en finir avec les tensions qui gangrènent notre vie politique nationale et nous apporter sa contribution et se prononce plus spécifiquement sur les tensions qui prévalent entre les camps Blaise Goudé-Charles et son ancien mentor Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il dit dans cet audio que nous vous proposons d'écouter. Oui, mais en fait, il n'y a pas d'autre alternative que le président Charles de Gaulle a lancé. Je pense que c'est la seule réaction, ça veut dire que aujourd'hui, voilà, et réunir, ça dit les vrais fils et tous les Ivoiriens, comme on a toujours tourné sur la paix, voilà, et ça dit cet enjeu-là concernant les uns les autres, afin de pouvoir aller de l'avant, c'est à féliciter, voilà, c'est à féliciter. Aujourd'hui, c'est notre soeur le plus, c'est moi, c'est mon soeur le plus ardent, que le président Laurent Gbagbo et son fils, ça dit soit ensemble. Ça, en tout cas, c'est mon soeur le plus ardent. Aujourd'hui, le président Gbagbo et son fils sont ensemble. Pour s'unir, pour faire un, je pense que, ça dit, c'est, comme on le dit, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En tout cas, on leur a tout gagné. Ce sera bénéfique. C'était donc Bertin Jamal, militant du COGEP, le Congrès panafricain des jeunes pour l'égalité des peuples, qui nous apportait donc sa contribution sur la guerre qui oppose les partisans du parti dans lequel il milite à ceux de Laurent Gbagbo du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Arnaud Goï, merci.
de votre présence, Soro Djabiga. Merci également, Jean-Richard. Merci à vous. On va dire merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis et on se donne rendez-vous demain à la même heure, à 19h45, pour notre quotidienne. Au revoir.